Bonjour. Nous avons abordé dans les parties précédentes les concepts de base du Bitcoin. Et à présent, nous allons rentrer davantage dans certains détails techniques dans l'objectif de comprendre le protocole de validation de Bitcoin, dit preuve de travail. Celui-ci constitue un des aspects les plus fondamentaux du fonctionnement du Bitcoin. Petit avertissement, malgré un certain niveau de vulgarisation, cette partie sera la plus technique de notre série. Je recommande tout de même pour les non-techniques de la suivre, car il y aura toujours quelques notions à assimiler. Avant d'aborder le fonctionnement de la preuve de travail, je vais traiter de quelques prérequis techniques, dont le premier sera la fonction de condensat, ou hash en anglais. Tout d'abord, quelques généralités sur la fonction de hash. Il s'agit d'une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères de taille variable qui peut représenter un document ou un fichier complet. Cette fonction retourne, au bout d'un calcul qui doit être relativement facile à exécuter, un condensat, à savoir une chaîne de caractères de taille fixe et dont la taille est spécifique à cette fonction de condensat. Je vais aborder trois propriétés de la fonction de hash qui sont intéressantes pour le Bitcoin. La première propriété importante de la fonction de condensat est celle dite de résistance aux collisions. Cela signifie qu'il est difficile de trouver deux documents distincts qui aient la même valeur de condensat. D'un point de vue théorique, à partir du moment où l'ensemble d'arrivée de la fonction est de cardinal inférieur à l'ensemble de départ, il existe nécessairement des collisions. En pratique, si on dispose d'une bonne fonction de condensat, il doit être très difficile et impossible en pratique de trouver une paire de documents qui occasionnent une collision. Quelles sont les applications de cette propriété? On peut tout simplement utiliser le condensat comme une empreinte ou identifiant unique du document. Cela permet de vérifier l'intégrité d'un document en recalculant son condensat après un téléchargement ou un envoi par courrier électronique. La seconde propriété de la fonction de condensat que je souhaite aborder est celle dite de fonction à sens unique, et parfois appelée en anglais hiding ou masquage. Quand on parle de sens unique, cela signifie que si l'on connaît le condensat d'un document, on n'est pas capable d'inverser la fonction et de deviner le document. Quelles sont les applications de cette propriété? Il s'agit de ce qu'on appelle la mise en gage, ou en anglais un commitment scheme, une sorte d'enveloppe solo en version numérique. En publiant le condensat d'un document, on peut garder le document secret et ne le révéler que plus tard. Une fois révélé, si le condensat du document révélé coïncide avec la valeur publiée ou mise en gage, on est certain, grâce à la propriété de sens unique, que ce document n'a pas été forgé après coup et qu'il s'agit bien du document qui a servi initialement à publier la valeur en gage. La troisième propriété que je souhaite aborder est celle dite de puzzle friendliness, et pour laquelle je n'ai pas trouvé de bonne traduction en français. Le puzzle désigne un défi informatique qui consiste à résoudre un problème plus ou moins difficile. C'est une sorte de CAPTCHA, mais pour les ordinateurs. La fonction de hash a pour propriété de rendre possible des puzzles difficiles à résoudre, et notamment par le fait qu'il n'y a pas d'autre meilleure alternative pour le résoudre que de parcourir un très grand ensemble de valeurs. Voici un exemple de puzzle rendu possible avec une fonction de hash. Étant donné une valeur id et un ensemble de cibles y, il s'agit de trouver une valeur x qui vérifie h de x mixé avec id appartient à l'ensemble y. Eh bien, il n'y a pas d'autre façon de le résoudre que de parcourir un très grand ensemble de valeurs pour x en espérant trouver une valeur qui vérifie la propriété. Ainsi, ce puzzle étant réellement difficile à résoudre, on saura que toute machine qui présentera une solution a bien fourni une forme de travail, à savoir qu'elle a mobilisé une certaine puissance de calcul et dépensé une certaine quantité d'énergie électrique, qu'on appelle preuve de travail, qui est plus ou moins grande en fonction de la difficulté du puzzle proposé. Cette notion sera essentielle dans la compréhension de la preuve de travail Bitcoin, qui fournit un puzzle ou défi très spécifique à la formation des blocs Bitcoin. Nous avons vu jusqu'à présent les propriétés importantes d'une fonction de hash cryptographique. Il est temps d'aborder la fonction de condensat qui est utilisée dans l'univers Bitcoin.
Il s'agit de la fonction dite SHA-256. Cette fonction dispose bien évidemment des trois propriétés évoquées, à savoir la résistance aux collisions, la propriété de sens unique et la propriété de créer des puzzles difficiles à résoudre. La fonction SHA-256 a été standardisée depuis 2002 par le NIST américain, le National Institute of Standards and Technology. Elle produit un condensat d'une longueur de 256 bits, ce qui lui vaut la seconde partie de son nom. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'implémentation du SHA-256, qui sont très complexes. Par contre, je vais aborder son principe de fonctionnement, qui est de découper un message ou un document en blocs de 512 bits, puis en mots, et d'appliquer à chaque étape une fonction de base, f dans mon schéma, qui dispose de la propriété de résistance aux collisions. Ainsi, après itération et découpage du document, on obtient le condensat final d'une taille de 256 bits. Parmi les caractéristiques du SHA-256, je souhaite évoquer le niveau de sécurité, qui est à 2 puissance 128. Il s'agit du nombre moyen de tentatives qu'il faut exécuter pour avoir une chance plausible d'obtenir une collision. Pour matérialiser ce chiffre et le niveau élevé de sécurité qu'il représente, nous allons faire un calcul simple. Imaginons que nous disposons d'une machine capable d'aligner une puissance de calcul d'1 million de haches par seconde, ce qui représente plusieurs PC modernes. Eh bien, tout simplement, avec cette vitesse de calcul, il leur faudrait 647 milliards d'années de tentatives pour espérer observer une collision. On comprend bien qu'en pratique, il sera très difficile de trouver et que l'on peut considérer que cette fonction est réellement résistante aux collisions. À présent, nous allons aborder un autre prérequis technique, celui dit de pointeur de hash. Il s'agit d'une combinaison de la notion de liste chaînée et de hash cryptographique qui permet de créer une structure de données davantage sécurisée. Quelques généralités sur le pointeur de hash. Un pointeur de hash est tout simplement une valeur de condensat associée avec un pointeur vers la structure de données elle-même. Alors que les pointeurs classiques permettent de retrouver une information, le pointeur hash permet de vérifier que cette information n'a pas changé. La première application du pointeur de hash est de créer une liste chaînée qui devient une chaîne de blocs. Dans une liste chaînée traditionnelle, nous avons une série de blocs, chaque bloc disposant de ses données et d'un pointeur vers le bloc précédent. Dans une chaîne de blocs, le pointeur vers le bloc précédent est remplacé par un pointeur hash. Ainsi, chaque bloc contient un condensat du bloc précédent ainsi que le pointeur vers le bloc précédent, ce qui permet de vérifier que le contenu du bloc précédent n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il n'a pas été falsifié. Cette structure de données est intéressante car elle constitue la structure d'un log infalsifiable. Dans cette structure, on ne peut que rajouter des nouvelles données à la fin et toute tentative de falsification est automatiquement détectée. Vous l'aurez bien compris, il s'agit de la structure que l'on appelle communément blockchain. La seconde application du pointeur de hash est de créer un arbre de Merkle, appelé parfois arbre de hachage. Il s'agit d'une structure de données qui porte le nom de son inventeur, Ralph Merkle, et qui a publié son papier de recherche en 1979. Le principe d'un arbre de hachage consiste à décomposer les données d'entrée en un ensemble de blocs de taille identique. Ces blocs sont en quelque sorte les feuilles de l'arbre de Merkle. Ils sont généralement complétés avec des valeurs neutres, comme des zéros, de façon à obtenir des blocs de la taille souhaitée. Les nœuds de niveau supérieur sont ensuite obtenus en compressant les nœuds du niveau courant à l'aide d'une fonction de hachage jusqu'à obtenir le nœud racine. Le nœud racine, souvent désigné par le terme en anglais Merkle root, est en quelque sorte un résumé des informations et de l'ensemble des blocs qui ont conduit à sa valeur. Ce nœud est bien un résumé de l'ensemble de l'arbre, car toute modification d'un élément de l'arbre entraînerait une modification de la valeur du nœud racine. L'intérêt d'une telle façon d'organiser l'information est de faciliter la vérification du fait qu'un bloc fasse ou pas partie d'un arbre de Merkle.
Ainsi, pour vérifier si un bloc fait partie d'un arbre de Merkel, il suffit de montrer le chemin depuis le bloc jusqu'aux nœuds racines. Tout le reste de l'arbre pourra être ignoré dans cette vérification. Ainsi, si l'arbre contient n nœuds, seulement log de n éléments sont nécessaires à la vérification et seulement log de n vérifications seront nécessaires. Cette propriété des arbres de Merkel s'avérera très utile lorsqu'il s'agira de vérifier rapidement si une transaction donnée fait bien partie d'un bloc de transactions qu'on pourra identifier par la valeur du Merkel root de l'ensemble des transactions qu'il renferme. Après avoir abordé la notion de condensat et toutes ses applications, nous allons à présent parler de la seconde primitive cryptographique nécessaire à la constitution d'une crypto-monnaie. Il s'agit de la notion de cryptographie à clé publique ou tout simplement de signature électronique. L'objectif de la signature électronique est de créer une version numérique de la signature manuelle d'un document. Pour la version électronique, nous avons besoin des propriétés suivantes. Tout d'abord, seul le propriétaire doit être capable de signer. Toutefois, tout le monde doit être capable de vérifier cette signature. Deuxièmement, la signature doit être spécifique à chaque document signé. Ainsi, il n'y a pas de possibilité de la réutiliser, de faire un copier-coller pour l'associer à un autre document. Enfin, il doit être difficile de forger une signature. Seul le propriétaire doit être capable de signer. Pour créer des primitives de fonctions de signature électronique, nous avons besoin de 3 fonctions. La première est celle qui génère une paire de clés privées, clés publiques. La seconde est celle qui permet de signer un message à partir de la clé privée. Et enfin, une fonction de vérification qui permet à tout le monde de vérifier qu'un message a bien pour signataire la personne qui possède la clé privée correspondant à la clé publique connue. À noter que la première fonction de génération de paires clé privée, clé publique est totalement liée à des valeurs aléatoires. De manière générale, il est important lorsqu'on génère une paire de clés d'utiliser une source aléatoire de données forte afin d'éviter tout risque de piratage lié à une mauvaise génération de la clé. A l'inverse, la fonction isValid est complètement déterministe. Il s'agit de vérifier qu'une personne est bien le signataire d'un document. Jusqu'à présent, nous avons parlé de signature électronique de façon générale. Dans l'univers du Bitcoin, on utilise un standard dit ECDSA, comme Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Il s'agit de la cryptographie dite cryptographie elliptique. Il s'agit d'un standard que, bien que public, n'a pour le moment été utilisé que dans l'univers du Bitcoin. Ce choix, original parce qu'il est spécifique à l'univers du Bitcoin, est un choix initial de Satoshi Nakamoto depuis les premières spécifications. Il serait aujourd'hui un peu difficile à modifier. Cependant, ces algorithmes ont été suffisamment testés pour être considérés comme sécurisés. À présent, nous pouvons enfin aborder le minage Bitcoin et la preuve de travail. Pour rappel, les mineurs sont des nœuds du réseau Bitcoin avec un rôle particulier qui est celui de vérifier les transactions. Comme tous les nœuds du réseau Bitcoin, les mineurs vont écouter les transactions diffusées dans le réseau, écouter et enregistrer les nouveaux blocs valides acceptés par le réseau, et du coup implicitement maintenir une liste de blocs à jour pour aussi les partager avec les nouveaux entrants et contribuer à la diffusion. Mais un rôle essentiel est celui de la construction des prochains blocs valides et qui occasionne au passage une rémunération du gagnant. Cette compétition consiste à résoudre un puzzle ou défi qui est de trouver un chiffre nonce de sorte que le hash du bloc auquel on rajoute ce nonce vérifie une certaine propriété. Comme nous l'avons abordé dans les prérequis, il s'agit d'un puzzle difficile à résoudre, car la seule approche valable pour le résoudre est de parcourir un très grand ensemble de valeurs, ce qui implique la mise à disposition d'un travail sous forme de puissance de calcul et d'électricité à dépenser, en raison d'un très grand nombre d'essais effectués. Il est intéressant de noter que les mineurs ne travaillent pas exactement sur les mêmes blocs, ce qui rajoute un aspect aléatoire supplémentaire à cette compétition entre mineurs. Pour être plus précis, le puzzle ou défi de la preuve de travail du Bitcoin est le suivant. Il s'agit de trouver un nonce qui vérifie la formule suivante. Le hash du nonce concaténé avec la valeur du hash
précédent, concaténé avec l'ensemble des transactions du bloc, est inférieur à un chiffre que l'on appelle la difficulty target. Ce défi a 3 propriétés intéressantes. Tout d'abord, il est difficile à résoudre. Ensuite, il est paramétrable. Et enfin, il est facile à vérifier. Si quelqu'un trouve un nonce valide, tous les autres nœuds sont capables de vérifier instantanément et très rapidement la validité et l'accepter. Quelques détails sur la difficulté. Elle est ajustée environ toutes les 2 semaines, et plus précisément chaque 2016 blocs. Le principe est de faire en sorte que la difficulté cible du réseau occasionne un temps moyen de calcul des blocs autour de 10 minutes, ce qui est le temps de constitution cible des blocs dans l'univers Bitcoin. La difficulté est croissante, mais le nombre dit difficulty target est lui en baisse. Toujours au sujet du mining, nous avons évoqué les principes de rémunération dans la section précédente et je vais un peu les détailler. Il y a 2 mécanismes monétaires d'incitation pour favoriser l'écosystème des nœuds mineurs qui sont les seuls nœuds qui nécessitent un certain niveau d'investissement. Le premier mécanisme est dit de block reward ou récompense de bloc. Il s'agit d'une transaction Coinbase à destination du mineur que chaque mineur qui propose un bloc peut inclure. Il s'agit d'une transaction dite Coinbase que chaque mineur peut rajouter dans le bloc en cours de constitution. Cette émission monétaire, dont la valeur est fixée par le code Bitcoin, est fixée actuellement à 12 Bitcoins et demi. Cette valeur est divisée par 2 tous les 4 ans. Au passage, cela a pour conséquence que l'émission monétaire sera quasi nulle à partir de 2140 et que le nombre total de Bitcoin potentiellement en circulation sera à terme de 21 millions. Le second mécanisme est celui de frais de transaction. Tous les frais de transaction du bloc seront attribués au même mineur qui a été le premier à résoudre le puzzle et à proposer un bloc valide. Pour qu'il y ait une rentabilité à faire du mining, il faut que les 2 mécanismes de récompense génèrent davantage de revenus que les frais de minage, qui sont aussi bien fixes, investissement en matériel, que récurrents, dépenses en électricité et en maintenance. En pratique, il est très difficile d'évaluer la rentabilité du minage. D'abord, parce que l'on doit comparer des coûts fixes et très variables, dans la mesure où le cours du Bitcoin est volatile et très peu prévisible. Également, parce que la récompense de blocs et la difficulté de réseau est variable et est liée au nombre de mineurs qui rentrent dans la compétition, ce qui est totalement impossible à anticiper. À présent, je propose de parler un peu du matériel de minage. Dans ce schéma, on peut observer l'évolution de la capacité de hash du réseau Bitcoin. Il s'agit de la puissance cumulée des mineurs exprimée en nombre de hash effectuables par seconde. C'est une façon de mesurer la puissance de calcul disponible dans le réseau, mais c'est également une bonne façon de mesurer la croissance de l'écosystème des mineurs. Il y a eu plusieurs phases que l'on peut indirectement lire dans cette courbe d'évolution. Dans la première ère, on pouvait miner grâce à un CPU, c'est-à-dire un ordinateur classique. La capacité de hash d'un PC moyen est autour de 10 millions de hash par seconde. La seconde génération de mining est arrivée lorsque les mineurs ont souhaité mettre fin aux frustrations de la lenteur due au mining CPU via l'utilisation du calcul GPU. Les GPU sont des puces spécialisées avec un haut degré de parallélisme, ce qui les rend bien plus performants que le CPU pour des calculs. Ce fut un choix assez intéressant pour des amateurs, car l'achat d'une carte graphique est assez commun et qu'il est facile pour un amateur de monter une petite ferme de GPU, qui au passage peuvent être passées en mode overclock. Cependant, le mining GPU présentait quelques difficultés, à savoir qu'une carte graphique présente de nombreux composants totalement inutilisés pour des calculs de mining en SHA-256, mais également une forte consommation électrique, sans compter qu'ils ne sont pas faciles à refroidir. C'est ce qui a fait que dès 2011 sont apparus les premiers matériels de minage en FPGA, Field Programmable Gate, des puces spécialisées que l'on peut programmer avec un langage dit Verilog. Le principe du FPGA est d'avoir un matériel générique, mais programmable, s'approchant au mieux des performances d'un hardware complètement spécifique à la tâche à réaliser. Cela a permis de viser des meilleures performances qu'un GPU, tout en ayant plus de facilité à refroidir
et une meilleure efficacité énergétique. Également, contrairement au GPU, on pouvait mettre à profit tous les transistors du matériel FPGA. Mais au final, à partir de 2013, l'inévitable course à la puissance de calcul a conduit à la mise en place d'ASIC, ce qui signifie Application Specific Integrated Circuit, c'est-à-dire un composant complètement dédié au calcul à faire au minage Bitcoin. La mise en place d'ASIC nécessite une conception spécifique de matériel et des compétences extrêmement particulières, ce qui fait qu'en pratique, il y a très peu de fournisseurs de ce matériel. Jusqu'à récemment, le rythme d'évolution et d'optimisation a fait que des nouveaux matériels avec des sauts de performance très significatifs étaient réalisés tous les 3 à 6 mois. Cependant, nous entrons dans une ère où les progrès sont moins flagrants car on grave déjà en 16 nanomètres et parfois en 14 nanomètres. Aujourd'hui, le minage Bitcoin est donc devenu l'affaire de professionnels capables d'investir. Au passage, on retrouve une analogie avec le minage du matériau naturel tel que l'or. Au début, il était accessible à tout individu motivé. Mais avec le temps, les opérations deviennent conséquentes et ne sont possibles que pour des sociétés organisées et qui disposent d'une capacité d'investissement conséquente. Nous avons parlé du matériel de mining, mais il est intéressant de savoir qui sont les mineurs. Au début du réseau, il s'agissait d'individus et on parlait de solo mining ou en français, minage en solitaire. Cependant, très vite, la réalité économique du solo miner est devenue difficile. En effet, lorsque la difficulté du réseau Bitcoin a augmenté, il est devenu très vite impossible pour un solo miner d'obtenir un block reward, car la probabilité de proposer une preuve de travail est très négligeable au vu du rapport entre sa capacité de hash et la capacité globale du réseau. Également, même en cas d'obtention d'un block reward, il s'agit d'un événement très isolé, ce qui constitue des revenus très aléatoires, alors qu'un individu attend plutôt un lissage de ses revenus dans le temps. C'est ce qui fait que dès 2010, au début de l'ère GPU, les premiers pools sont apparus. Le principe d'un minage en pool, ou minage en groupe, est que tous les participants mettent à disposition leur capacité de hash à un opérateur de pool, le pool manager. Les éventuels gains sont répartis selon plusieurs principes en fonction de la nature du pool. L'intérêt pour les membres du pool est d'augmenter les chances de réussite tout en lissant les revenus dans le temps, car ces revenus sont moindres qu'en solo, mais sont davantage réguliers. Il s'agit d'une sorte d'assurance où chaque membre mutualise ses risques de non-revenus, mais aussi ses bénéfices, le block reward, avec le reste des participants. Le minage en pool a pris beaucoup d'essor et il existe aujourd'hui plusieurs pools qui se différencient en fonction de leur géographie et de leur tarification. Ce qui me paraît notable et qui est illustré dans ce schéma, c'est que le nombre d'acteurs reste aujourd'hui plutôt limité et que moins de 5 acteurs canalisent plus de 51% de la puissance de calcul des mining pools et du réseau Bitcoin en général. Du coup, cela pose une question. Le minage en pool est-il vraiment bon pour le Bitcoin? Parmi les avantages, on notera qu'il s'agit de la seule alternative pour des petits mineurs de participer au consensus Bitcoin et d'espérer avoir des revenus. Les revenus sont prédictibles et lissés dans le temps. Enfin, par rapport au réseau Bitcoin, la mise à jour est facilitée car elle est globale au pool. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. En premier, le fait que l'on introduit une forme de centralisation qui n'est pas conforme à la philosophie de Bitcoin, qui est la décentralisation, que nous avons déjà évoquée. D'ailleurs, cette centralisation peut poser des problèmes de sécurité, car une attaque coordonnée sur quelques pools clés peut permettre à un attaquant de contrôler une part importante du hash rate du réseau Bitcoin et par exemple influencer le contenu des prochains blocs. Enfin, un effet de bord est que cela diminue le nombre de nœuds potentiels, dits full node, dans le réseau Bitcoin. En effet, contrairement au mode solo mining, où le mineur doit maintenir un nœud complet, le membre du mining pool n'a besoin d'installer que le logiciel du pool et n'a pas nécessité à maintenir les données à jour de la blockchain. Cela diminue donc le nombre de full nodes potentiels pour le réseau Bitcoin. Je souhaite également aborder une autre critique du mining en pool,
mais également du mining Bitcoin en général, il s'agit du fait qu'une part très importante de la puissance de calcul du réseau Bitcoin est située en Chine. En fait, la centralisation de la puissance de calcul en Chine est le résultat d'un rythme effréné dans les progrès du matériel de minage. Cela a créé une situation inhabituelle où le fabricant de matériel n'avait pas intérêt à vendre le matériel produit car il était bien plus rentable de l'allumer pour rejoindre le réseau Bitcoin. Or, tous les fabricants de matériel sont situés en Chine. La puissance de calcul s'est donc retrouvée là-bas. Cette situation est aujourd'hui en train de changer, car le progrès dans les matériels de minage ASIC deviennent beaucoup plus normaux et s'approchent de la célèbre et non moins classique loi de Moore. On voit également apparaître des poules dans des pays comme l'Islande ou la Pologne. J'invite les personnes intéressées par ce sujet à consulter une vidéo d'Andreas Antonopoulos, une des plus célèbres figures du Bitcoin, qui résume les tenants et les aboutissants de la centralisation du mining en Chine. Pour finir ce sujet sur le mining, je voudrais partager avec vous une réflexion sur l'attaque dite des 51%, qui est une des craintes liées à la centralisation du mining en pool, ou d'ailleurs à la crainte de la concentration du mining en Chine. Que se passerait-il si un acteur contrôlait 51% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin? Pourrait-il voler des bitcoins? Pourrait-il voler vos bitcoins? Non, car il ne possède pas votre clé privée et qu'il ne peut pas créer une transaction invalide, c'est-à-dire sans votre signature pour déverrouiller des transactions output qui sont associées à votre adresse publique. Pourrait-il supprimer des transactions du passé? Non. Il pourrait cependant blacklister pendant la durée de l'attaque certaines transactions, dont une à lui par rapport à une dépense qu'il voudrait réaffecter. Mais en aucun cas, il aurait la capacité de réécrire les blocs précédents, car même avec 51% de la puissance de calcul du réseau, on ne gagne pas toujours la loterie de la preuve de travail Bitcoin. Enfin, dernière question, pourrait-il vraiment mettre en difficulté l'écosystème Bitcoin? Cette question est très difficile, car nous l'avons vu, si on pratique une telle attaque, très chère à monter, pourrait avoir peu de conséquences techniques, en pratique, elle pourrait altérer la confiance dans le réseau Bitcoin et dans sa promesse de sécurité. Mais finalement, un attaquant, même dans une attaque 51%, aurait intérêt à jouer le jeu du Bitcoin et de mettre à profit sa puissance de calcul pour obtenir, dans les règles du Bitcoin, son block reward. C'est, après tout, la meilleure rémunération. Pour compléter notre cours sur le mining, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Ferron, CTO de la société Sésame, pour nous parler des équipements de mining, du marché des miners, ainsi que leurs modèles économiques. Bonjour Antoine. Bonjour Vidal. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler des principaux équipements de minage disponibles sur le marché aujourd'hui? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il reste très peu d'acteurs qui sont intéressants sur le marché. Il reste notamment la société Bitmain qui propose encore aujourd'hui des mineurs, qui construit des mineurs et qui sont intéressants pour les particuliers. Puisqu'on parle de particuliers, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les particuliers aujourd'hui qui veulent faire du mining? Le premier risque, c'est le risque de surchauffe et d'incendie. Il faut être très vigilant là-dessus. Et aussi, il faut être vigilant sur les parties qui peuvent manquer pour faire tourner le mineur, notamment l'alimentation. Et très bien. Et du coup, quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux pour faire vraiment du mining aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le mining pour un particulier ne va pas forcément être très rentable, mais ils peuvent acheter par exemple un mineur qui a une grande puissance de calcul et qui est très récent pour l'installer chez eux. Est-ce qu'il y a d'autres options? Et sinon, les options, ça peut être le cloud mining, mais à ce moment-là, c'est pas forcément plus rentable. Et il faut faire très attention à... il y a beaucoup d'arnaques sur le cloud mining, de sociétés qui veulent capter en fait cette manne. Et il faut être très vigilant là-dessus. Du coup, est-ce qu'on peut parler un peu de chiffres? Si on prend un équipement récent, comme le Antminer S9, pour un coût approximatif de 1000 €, quelle rentabilité
peut-on attendre? Quel est le coût de l'électricité et combien ça peut rapporter par mois? Alors si on prend ces derniers équipements, en simplifiant les chiffres, ils font à peu près 10 TWh, donc pour à peu près 1 000 €. Ça va rapporter dans les 200 € par mois de chiffre d'affaires. Et en électricité, ça coûtera environ 120 € par mois. Il faut faire attention que le chiffre d'affaires va diminuer au fur et à mesure de l'augmentation de la difficulté. Et le retour sur investissement donc va être assez long là, dans cet exemple-là. Quand le retour sur investissement est supérieur à 3 mois ou 6 mois, je ne recommande pas de faire cet investissement parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a un manque de visibilité. Du coup, est-ce qu'il y a une vraie rentabilité à faire du mining? Est-ce quelque chose qui est réservé aux grands acteurs qui ont une grosse capacité d'investissement? Oui, il y a un facteur d'échelle qui n'est pas négligeable aujourd'hui dans Bitcoin pour le mining. Où en fait, les grands industriels vont pouvoir miner de façon intensive et réduire les coûts unitaires. C'est très simple dans le mining, il y a le matériel qui constitue le CAPEX et l'électricité qui est l'OPEX. Et ensuite, le chiffre d'affaires, ça va être simplement le cours du Bitcoin ou du coin qui est miné en fonction de la difficulté, en fonction de la part de marché que l'on a. Au sujet du coût de l'électricité, est-ce intéressant de miner en France par rapport à d'autres pays qui pourraient être plus attractifs sur ce domaine? En France, le prix de l'électricité est assez faible, mais malheureusement, on a beaucoup de taxes qui se rajoutent sur le prix de l'électricité. Et au final, ce n'est pas très rentable en France. Le prix reste globalement élevé pour un particulier. Oui. Effectivement, c'est d'ailleurs pour ce qui explique que des fermes de mining sont montées en Islande ou en d'autres pays. Oui, en plus, il y a la problématique du refroidissement, puisque toute l'électricité est transformée en chaleur. Il faut évacuer cette chaleur, donc il y a beaucoup d'industriels qui se mettent dans des zones froides pour bénéficier de ça. Parfait. Alors un autre aspect que je veux aborder avec toi, c'est le halving. Donc il y a eu récemment, le 10 juillet, le dernier halving. Est-ce que ça a un impact sur la rentabilité du mining et est-ce que ça empêche des nouveaux entrants d'arriver sur ce marché? Alors effectivement, le halving, ça divise par 2 le chiffre d'affaires du mineur en Bitcoin. Mais il faut savoir que quand on fait des calculs de projection de rentabilité de mining, le halving est un des paramètres qui se maîtrise le mieux. C'est quelque chose de défini dès le départ. Le halving n'apparaît pas comme ça soudainement, il est prévu depuis le départ, depuis 8 ans dans le protocole. Par rapport à ça, les mineurs n'ont aucun problème pour l'intégrer dans leurs calculs et les halvings n'ont jamais perturbé le mining. La puissance de calcul a toujours augmenté et ça restera le cas dans le futur. Alors un autre aspect du mining que je vais aborder avec toi, c'est la concentration des mineurs en Chine. Et est-ce que tu confirmes ce fait et est-ce que c'est vraiment un problème? Oui, aujourd'hui pour le Bitcoin, on parle de 2 tiers à 3 quarts de la puissance de mining en Chine. Et c'est principalement dû au fait de l'industrialisation du Bitcoin qui pousse à réduire les coûts de hardware, d'électricité. Et donc la Chine est très compétitive par rapport à ces aspects-là. Mais ce n'est pas un problème parce que tous les iPhones aujourd'hui sont faits en Chine pour ces mêmes raisons et ça n'a pas l'air de poser de problème à qui que ce soit. Donc pour le mining, c'est juste une continuation logique de l'industrialisation du mining et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, sur l'aspect du pare-feu de Chine, une façon de voir, c'est que nous sommes du mauvais côté du pare-feu, puisque toute la puissance est là-bas. Pour terminer sur le minage Bitcoin, je souhaite revenir sur quelques points essentiels. Le premier est que le modèle de sécurité du Bitcoin suppose qu'une majorité des nœuds ne sont pas malicieux. Le deuxième, c'est qu'il s'agit d'une sécurité dite sécurité thermodynamique. En effet, réécrire des blocs, revenir en arrière sur la chaîne de blocs qui a fait consensus, nécessite de dépenser une quantité d'énergie très importante. L'inaltérabilité actuelle de la blockchain Bitcoin provient donc de la taille du réseau et que le coût d'une attaque est absolument faramineux. Ce n'est pas une sécurité mathématique, mais c'est une sécurité concrète et économique.
Nous avons jusqu'à présent abordé des aspects plutôt théoriques liés au Bitcoin et à partir de la vidéo suivante, nous allons pouvoir rentrer dans des détails plus concrets, à savoir comment générer une adresse Bitcoin, comment obtenir un crédit, le stocker et le dépenser. À très bientôt, à la semaine prochaine.